mais parce que moi, je me suis dit que ça allait râler parce que c'était pas les sciences physiques. Parce que c'est con, mais genre un Bécher en physique, va le trouver. Bah écoute, je manque que les traits. la chimie en physique. Ils vont manquer malheureusement. Pour avoir tout un oui, il y en a, mais je vais être encore. Est-ce que vous pensez qu'elle va trouver les clés? Ouais. Ouais. On dit oui. Non, j'ai pas eu ça. J'espère que c'est pas perdu. En fait, comme j'ai mis le c'est bien de... Ce qu'on pourrait faire peut-être cet après-midi, c'est qu'on commence à 16h15, un truc comme ça je fais le début de ma conf, là je dis je suis désolé, machin, je peux pas. Ça vous va? On finit à 16h. Ah, vous finissez à 16h? Ah, c'est pas à 15h45? Ah non. Ah bon? Bah alors on fait comme ça. Comme ça je fais le début, je montre ma bonne volonté et puis... Ok. Bon, j'aurais dû y aller en fait chercher les clés. Ah super, bravo. Ah oui, ah oui. Ah ouais, alors là c'est pro. Là c'est pro. Merci. Ah non, on peut faire jusqu'à 2h alors. Ben voilà, j'ai prévu le coup. Ouais. Elle l'a pas fait, elle a pas envie. Donc la vidéo est partie, ok, bah tout est bon. Hein. Alors, il faut qu'on fasse un peu de cours et beaucoup d'exos aujourd'hui, mais il y a encore pas mal de choses à faire dans le cours. On va calculer là tout de suite l'énergie cinétique de rotation, c'est un truc important. Et puis après, il nous restera à faire, mais je ne pense pas qu'on va le faire aujourd'hui, il nous restera à faire les changements de référentiel, capital, et puis ce qu'on appelle le problème à deux corps, c'est-à-dire un peu de gravitation, les systèmes, enfin, le système à deux corps en interaction, dont une application est la mécanique céleste. Il faut qu'on ait vu un peu ça, parce que ça, c'est des trucs un peu classiques qui peuvent tomber assez souvent. Bon, alors allons-y tout de suite avec le calcul de l'énergie cinétique. Donc la dernière fois, on s'était intéressé à la rotation d'un corps. D'abord, on avait caractérisé les mouvements possibles pour un solide en disant que c'était soit une translation pure, soit une rotation pure, soit une rotation associée à une translation le long de l'axe. Et puis on s'était intéressé à la rotation autour d'un axe fixe. On avait calculé le moment cinétique par rapport à un point quelconque sur l'axe, pas forcément dans le solide. Hein. Oui, c'est une chose que je n'ai pas vraiment explicité hier quand j'ai dit, par exemple, dans un mouvement plan, un solide est soit en translation, soit en rotation pure, hein, si on ne se translate pas dans l'axe. On avait trouvé, vous vous rappelez, on avait pris l'équiprojectivité des vitesses, on avait prolongé, on avait trouvé le centre instantané de rotation. Le fameux point I dont la vitesse était nulle, ce point I est évidemment pas forcément un point du solide. Donc en fait, quand je dis il y a un point qui ne bouge pas, c'est un point qui est fixe par rapport au solide, c'est-à-dire un point du référentiel du solide qui ne bouge pas. Mais évidemment, ce solide, il peut tourner par rapport à ce point-là, par exemple. Il peut faire un truc comme ça, d'accord ? Donc il y a toujours un point dans le référentiel du solide qui a une vitesse nulle, mais ce n'est pas forcément un point du solide. D'accord ? Je me suis aperçu après que je crois que je ne l'ai pas dit explicitement, mais bon, comme ça c'est fait. Donc je ferme la parenthèse. Donc on avait calculé le moment cinétique en un point O de l'axe quelconque en montrant que c'était égal à I delta oméga plus
un terme qui était alors soit nul si le corps est symétrique par rapport à l'axe, soit en tout cas quelque chose qui est dans un plan orthogonal. Je vais le noter, je sais pas, un sigma orthogonal, voilà. Et ça, c'est un vecteur qui est orthogonal à oméga, à l'axe de rotation, d'accord? Et donc, si on projette sur l'axe, on obtient I delta oméga, où oméga est donc, en fait, non pas, alors faites attention à ça, ce oméga-là, c'est le vecteur oméga scalaire U delta, où delta est donc l'axe de rotation, je note U delta, son vecteur unitaire. Ce oméga, ce n'est pas forcément la norme d'oméga, c'est la projection de oméga sur l'axe. Hein. Donc c'est une grandeur algébrique qui peut être négative. Hein. C'est-à-dire, là par exemple, si j'orientais U delta vers le haut, si le corps tourne dans ce sens-là, alors, c'est-à-dire avec un oméga comme ça, alors oméga ici est positif. Si par contre, en fait, le corps tourne dans l'autre sens, c'est-à-dire que son vecteur rotation, il est en fait vers le bas, c'est très bien évidemment tourner dans l'autre sens, hein, comme ceci, eh bien, ce oméga, qui est la projection du vecteur oméga sur le résultat, sera négatif. Donc ça, c'est pas forcément un nombre positif. C'est θ point, où θ est l'angle autour de l'axe. Donc si ça tourne dans un sens, c'est positif, ça tourne dans l'autre sens, c'est négatif. Et bien, je reprends le corps qui tourne, donc alors si ça tourne comme ceci, là, ça tourne comme ça. Ok, alors, et bien sûr, I delta, on l'a vu, c'était en fait la somme des MI RI carré, où RI est la distance du point MI, de masse petit mi, à l'axe de rotation. Donc attention, hein, ce n'est pas la distance au point O, c'est la distance à l'axe. Et par ailleurs, on a vu donc que la projection de sigma O sur l'axe est indépendante de la position du point O. Sigma MI. RI carré? RI. Oui, c'est la distance à l'axe. De n'importe quel d'un point. De chaque point, voilà. Puis on somme sur tous les points. Ok. Alors, ce qu'on va calculer maintenant, c'est l'énergie cinétique du corps. Évidemment, quand un corps est en rotation, les points ont une certaine vitesse. Donc, chaque point MI a une énergie cinétique 1 demi de MI VI carré. Okay. Et puis, il faut sommer sur tous les points. Et on va simplement écrire que VI, c'est pas n'importe quoi. Le champ de vitesse du solide, c'est oméga vectoriel OMI. Hein. La vitesse VI, c'est oméga vectoriel OMI. Ça, c'est le vecteur, hein, le vecteur VI. Et donc, je prends sa norme au carré, d'accord ? Donc ça, c'est la somme des énergies cinétiques de chaque constituant du corps. Alors je vais à nouveau introduire le point HI ici, comme je l'avais fait la dernière fois, qui est la projection orthogonale du point MI sur l'axe delta. Donc ça fait oméga vectoriel OHI plus HIMI, et oméga vectoriel OHI, c'est 0. Donc ça, en fait, c'est oméga vectoriel HIMI. Ces deux vecteurs sont orthogonaux. Et donc ça fait, en fait, si vous voulez, la norme de ce vecteur-là, en fait, on cherche un depuis le début, donc c'est la norme au carré qui nous intéresse. La norme de ce vecteur-là, c'est en fait la norme de oméga au carré fois la norme de HIMI au carré fois le sinus de l'angle, mais le sinus de l'angle vaut 1. Et donc ça fait oméga 2 fois la norme de HIMI, c'est précisément RI. Donc fois RI carré. Moralité, l'énergie cinétique, qui est la somme de l'énergie cinétique de chacun des points du solide, est égale à
1 demi de somme sur I des MI RI carré fois oméga 2. Et on reconnaît ici exactement la même grandeur que là, que celle qui était apparue lorsqu'on a calculé le... Pourquoi on a enlevé OHI? Parce que oméga vectoriel OHI, ça fait 0 puisque OHI est suivant l'axe, comme oméga. Donc ce sont deux vecteurs parallèles. Bon, une autre façon de voir tout ça, c'est de dire que oméga vectoriel OMI, c'est norme de oméga fois norme de OMI fois le sinus de l'angle entre les deux. Mais la norme de OMI fois le sinus de l'angle, c'est précisément RI, HIMI. Bon. C'était pour que ce soit plus explicite là. Mais... Donc, vous voyez qu'il apparaît ici la même grandeur I delta, c'est-à-dire ce qu'on appelle le moment d'inertie du corps par rapport à l'axe delta. Alors évidemment, le moment d'inertie d'un corps dépend de l'axe par rapport auquel on le calcule. Parce que le moment d'inertie, ça nous donne, c'est donné par donc la somme des MI RI carré, c'est-à-dire ça dépend explicitement de la distribution des masses par rapport à l'axe. Ça, c'est la distance à l'axe. Évidemment, si vous calculez le moment d'inertie par rapport à un autre axe, bah, chaque point aura une distance différente par rapport à l'axe. Et donc la somme des MI RI carré n'a aucune raison d'être la même. Bien sûr, c'est pour ça que j'ai mis en indice ici delta. Le moment d'inertie dépend de l'axe par rapport auquel on le calcule. Voilà, donc l'énergie cinétique vaut ça. Alors si on résume, vous voyez qu'on a, quelque chose qui est très similaire à ce à quoi vous êtes habitué pour la translation d'un corps ou pour un point matériel. Vous vous rappelez qu'on avait P égale MV. Donc ça, c'est la quantité de mouvement, d'accord? Et de là, on a aussi la relation, donc EC égale 1 demi de MV2. Eh bien, là, vous avez quelque chose de très analogue pour la rotation. Vous avez sigma qui vaut I oméga. Ça, c'est la quantité de rotation. Je mets des guillemets parce qu'on dit rarement ça, mais enfin, essentiellement, c'est ça que ça veut dire. Donc, autour de l'axe delta. Et vous avez une énergie cinétique qui vaut 1,5 de I oméga 2. Pardon. C'est plus un vecteur parce que j'ai projeté sur l'axe. Donc vous voyez la symétrie, entre guillemets, de ces deux approches. Hein. Vous avez la quantité de mouvement qui est un paramètre d'inertie. Donc ça, c'est le paramètre d'inertie lié à la modification de la vitesse d'un corps. C'est la manière dont le corps réagit à l'application d'une force. Donc le théorème associé à ça, c'est que dp sur dt, enfin c'est pas un théorème, en l'occurrence là c'est la relation fondamentale de la dynamique, mais, oui, dp sur dt égale la somme des forces, c'est-à-dire m dv sur dt, on va manquer une ligne comme toujours. La somme des forces. Et ici, on a d sigma delta sur dt égale somme des moments des forces par rapport à delta. C'est-à-dire, comme on a des couleurs, on en profite, I d oméga sur dt, hein, puisque, pardon, c'est plus un vecteur.
sigma delta, c'était I, enfin on a là, I oméga, d'accord, égale somme des moments des forces par rapport à delta. Donc vous voyez, il y a vraiment donc un paramètre d'inertie pour la translation, si vous voulez, et I delta se présente comme le paramètre d'inertie pour la rotation. Donc là, vous avez la vitesse simplement du corps s'il est en translation, ou d'un point matériel, lui, il peut être en translation. Et ici, vous avez la vitesse de rotation, la vitesse angulaire, θ point, d'accord, en radians par seconde. Ici, c'est des mètres par seconde, ici, c'est des radians par seconde. Mais vous voyez que I delta, qu'on appelle donc moment d'inertie, joue le même rôle que la masse inertielle dans la rotation. Et ça se retrouve dans l'expression de l'énergie cinétique. Vous avez bien 1 demi de mv2, 1 demi, le paramètre d'inertie fois la vitesse au carré. Ben là, vous avez pareil, 1 demi fois le paramètre d'inertie fois la vitesse angulaire au carré, c'est la vitesse de rotation. Et donc, vous avez ici le paramètre d'inertie fois la dérivée de la vitesse égale la somme des forces. Et ici, le paramètre d'inertie fois la dérivée de la vitesse angulaire, c'est la rotation, égale la somme des moments des forces, puisque ce sont des forces qui induisent le mouvement de translation, globalement, soit pour un point matériel, encore une fois, il n'y a qu'une translation, soit vous considérez le corps dans son ensemble, et donc ça va s'appliquer pour le centre d'inertie. Et puis, par contre, enfin, l'équivalent dans la rotation, c'est que ce sont les moments des forces qui induisent des rotations. Qu'est-ce que c'est des moments de force? Il n'y a pas de vecteur sur la... Il n'y a pas de vecteur, merci. Le moment des forces, donc, je vous rappelle, le moment au point O de la force F, c'est OM vectoriel F, où M est le point d'application de la force. Ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Une force, l'action de rotation induite par une force dépend du point d'application. La même force, si je l'applique là, ça fait tourner comme ça. Si je l'applique là, ça fait tourner comme ça. Si je l'applique là, ça ne fait pas tourner du tout. Hein, donc c'est vraiment, c'est le moment qui induit une modification de la rotation, et ça dépend du point d'application. Donc si vous voyez ces deux choses-là bien ensemble, je pense que d'abord ça facilite l'apprentissage des formules correspondantes, parce que c'est exactement calqué, enfin on a démontré, c'est pas, mais c'est calqué sur ce à quoi on a l'habitude sur la translation. Bon, ben, je pense qu'on est paré. Alors on va calculer quelques moments d'inertie, juste pour se mettre en jambe, et puis après on va faire des exos. Ok? Vous avez des questions? Non? Alors allons-y. Allez, des moments d'inertie un peu standard. On va commencer par, alors, donc le calcul des moments d'inertie. Donc vous voyez qu'une fois qu'on a le moment d'inertie, on sait tout faire. Hein. Donc on sait, bon, la translation c'est facile, et la rotation, eh bien voilà, on a les théorèmes qu'il faut pour gérer la translation. Alors, calcul de moment d'inertie. Alors on va commencer par calculer le moment d'inertie d'une barre par rapport à son axe. Enfin, par rapport, pardon, à un axe, pas par rapport à son axe, justement, par rapport à un axe orthogonal et qui va passer par son centre. Alors je prends une barre de longueur L. Alors, pour connaître son moment d'inertie, je dois spécifier, je vous rappelle donc la définition, c'est la somme des MI/RI carré. Donc je dois savoir à quelle distance se trouve chaque masse. Donc je dois, en fait, ça donne la répartition des masses par rapport à l'axe. Donc je dois préciser
comment les masses sont réparties dans la barre. Alors je vais prendre le cas standard simple, où la barre est homogène. C'est-à-dire qu'il y a la même densité de masse en chaque point, barre homogène, longueur L. Et donc je cherche le moment d'inertie par rapport à un axe qui passe par son centre. Ok? Donc je dois faire la somme des MI RI carré pour tous les points de la barre. Ouais. Alors évidemment, on a une barre homogène comme ça, on va considérer que c'est continu, on ne va pas sommer sur l'infinité de constituants élémentaires de points matériels là-dedans. Donc on va diviser, enfin on va intégrer, en fait on va subdiviser la barre en petits éléments. Alors je vais appeler cet axe-là X par exemple. Là on a 0, là. Donc on prend un petit élément de la barre situé à la distance X de l'axe. Vous préférez peut-être l'appeler R. Allez, je vais l'appeler R. Et d'épaisseur dr. Donc tous les points de ce petit élément-là se trouvent à la même distance de l'axe, la distance R, d'accord? Et par conséquent, cette petite bande jaune-là contribue au moment d'inertie, donc la contribution élémentaire au moment d'inertie par rapport à l'axe delta de ce petit élément, eh bien c'est sa masse fois la distance à l'axe au carré. Alors sa masse, alors quelle est la masse de ce petit élément? Alors j'ai dit que la barre était homogène, je vais définir sa masse linéique. Ça vous parle ça? Non? Alors j'introduirai après la masse linéique, je vais le faire plus simplement tout de suite. S'il y a une masse, ah oui, j'ai pas donné la masse ici, la masse grand M, masse totale grand M, mais répartie de façon homogène sur la barre. Donc si sur la longueur grand L, j'ai la masse grand M, quelle masse j'ai sur la longueur dr? Si c'est homogène, alors, donc ça va faire dm fois R2, puis maintenant je vais calculer dm. Donc sur grand L, j'ai grand M, donc sur dr, j'ai mdr sur L. Yes? Donc j'ai ici M sur L, R2, dr. Voilà la contribution de ce petit élément au moment d'inertie. Ouais. Hein, vous avez vu ce que j'ai fait, j'ai pris la masse de l'élément fois la distance au carré à l'axe. Parce que c'est ça que je dois sommer pour tous les points du système. Oui. La barre, c'est juste... Oui, c'est une ligne. C'est pas d'épaisseur. Elle n'a pas enfin, elle a une épaisseur comme ça si on veut, ça ne change pas parce que c'est la même distance de l'axe, mais par contre elle n'a pas d'épaisseur comme ça. Ça change rien de... Oui, alors, je ferai la remarque peut-être plus après, mais vous voyez que tout ce qui compte, c'est la répartition des masses par rapport à l'axe. Ce qui rentre ici, là, c'est la distance à l'axe. Si ce truc-là est épais ou pas, ça ne change rien en fait, ce qui est intéressant. Donc en fait, ça c'est une plaque, si vous voulez. Quelle que soit sa hauteur, ça ne va rien changer en l'occurrence. Ok? Ouais? Pourtant, DM, il va varier selon l'épaisseur, non? Enfin, selon la... DM? Bah, non, si je dis que j'ai M sur la longueur L, de toute façon, sur la longueur DR, je vais avoir MDR sur L. C'est-à-dire, si elle est plus épaisse, la densité, enfin la masse surface X sera juste plus petite. Mais du coup, il y aura une surface plus grande. De toute façon, c'est une fraction dr sur L de la masse totale. Ouais? Non? J'essaie de comprendre Ça, oui. Ok. Vous avez un truc homogène. C'est-à-dire qu'il y a la même densité partout, la même répartition des masses. Là, vous avez grand L. Si vous prenez L sur 2 comme longueur, vous avez quoi comme masse? La moitié. Ah, monsieur, oui.
Si vous prenez un tiers, vous avez un tiers de masse. Bah, si maintenant vous prenez une fraction dr sur L de la longueur. Au lieu de prendre grand L, vous prenez dr. Donc vous avez une fraction dr sur L de la masse totale. D'accord ? Ouais ? Voilà. Donc finalement, la contribution de la petite bande jaune, c'est ça. Et donc pour avoir le moment d'inertie totale, il suffit de sommer. Ouais, j'aurais peut-être pas dû l'appeler R finalement. Bon bref, c'est pas grave. On va voir. Donc I delta, c'est la somme. Alors, donc c'est la somme des M sur L R2DR. Alors je somme d'où à où? Je somme de 0 à... Ouais, alors je somme de 0 à L sur 2 et je multiplie par 2. C'est ça? Parce que si au total il y a grand L, là il y a L sur 2. Et par contre j'aurais compté, si je somme de 0 à L sur 2, j'aurais compté que ça. Après il faut que je compte ça aussi. Et ça va être juste pareil. Donc ça va être 2 fois ça. Ouais. Monsieur, Oui. ça change pas de faire directement 0 à L. Ah non, parce qu'il n'y a aucun point qui se retrouve à la distance L. Ce que je peux faire, en fait... Exactement. Voilà. Somme de moins L sur 2 à L sur 2. Ok. C'est pareil, évidemment, hein, puisque ça, c'est au carré. Oui, c'est juste que 0, c'est plus facile à calculer. Oui. Enfin bon, c'est... Comme... Je suis d'accord. Hein. Donc s'il y en a qui le voient mieux comme ça, très bien. Sinon, comme ça, c'est bien aussi. Alors donc ça fait ça s'intègre en 1 tiers de R cube, hein, bien sûr. Donc ça va faire 2 tiers de M sur L, L sur 2 au cube. Okay. Vous trouverez pareil ici, bien sûr. Hein. Et donc ça fait... Ici, il y a 8, 4, 4 fois 3, 12. Donc ça fait 1/12 de ML2. Voilà. Donc si vous faites tourner une barre autour de son centre, enfin, ouais, par un axe perpendiculaire à la barre qui passe par le centre, vous avez un moment d'inertie qui vaut ça. Alors calculons maintenant le moment d'inertie de la même barre, mais par rapport à son extrémité. Vous la faites tourner comme ça maintenant. Alors, donc, deuxièmement, c'était le premier. Deuxième, on y va. Alors, l'axe delta. Là, L. Et vous la faites tourner par rapport à une extrémité. Enfin, vous vous intéressez au moment d'inertie par un axe, par rapport à un axe orthogonal à la barre qui passe par une extrémité. Alors, de la même façon... Là, il n'y a pas besoin de repasser par là. Oui. Alors, on peut effectivement réaliser que ce bout de barre là, si en fait on le met là, ça ne change rien. C'est ça que vous vouliez dire? Ouais. Ce bout de barre là, si je le coupe et je le pose là, ça va donner exactement le même moment d'inertie. Parce que c'est la même répartition des masses par rapport à l'axe. Mais je voudrais quand même le faire explicitement pour faire la remarque après. Calculons-le bêtement. Donc on refait pareil, on fait la somme, donc I delta, c'est la somme des MI RI carré, c'est donc en fait la somme des R2
dm sur toute la barre. Et dm, je vais prendre donc voilà, un petit élément à nouveau entre R et R plus dr. Donc ce dm ici, bah pareil, c'est grand M, dr sur L. Et donc ça fait la somme. Alors cette fois, je somme de 0 à grand L, et donc de ça, donc M sur L, R2 dr. Et donc ça fait 1 tiers de L cube, et donc tout ça, ça fait 1 tiers de L carré. Voilà. Donc voilà, si vous le faites tourner par rapport à son centre, le moment d'inertie c'est 1/12 de ml2. Si vous le faites tourner par rapport à une extrémité, c'est 1 tiers de ml2. Mais alors effectivement, donc la remarque à faire ici, c'est que ça, on aurait pu le dire tout de suite, parce que donc voilà, si vous prenez, enfin, si vous voulez ça, c'est le même moment d'inertie. Ça, c'est le moment d'inertie. Enfin, c'est ça pour L égale 2L. Comment je vais écrire ça? Je ne sais pas comment le dire. Donc, ouais, allez-y. I delta, c'est égal à I delta prime plus la masse fois R carré. Ah, ça c'est Koenig. Non, c'est... Si, c'est... Non, c'est pas Koenig, c'est... Comment ça s'appelle ça? C'est... Huygens. Ouais, c'est Huygens. Alors ça, on va attendre un petit peu. D'abord, je voudrais faire voir quelque chose. C'est que donc... c'est dur à écrire. Non. Voilà. On avait cette barre-là. D'accord ? Si vous coupez cette partie-là, d'ailleurs, on va commencer comme ça, et que vous la mettez là, voici un corps qui existe, quoi. C'est quoi le moment d'inertie de ce corps par rapport à l'axe? Exactement le même. Ça, vous pouvez le mettre n'importe où, ça ne changera pas la répartition des masses par rapport à l'axe. D'accord? De la même façon, vous pouvez aussi le tourner, le mettre en biais, là, à 3D. D'accord? Tout ce qui compte, c'est quelle masse vous avez à quelle distance de l'axe. Donc vous pouvez les mettre n'importe où, ça ne change rien. Pour ça aussi, vous pouvez, cette barre, vous pouvez aussi l'élargir. Tant qu'elle reste homogène, ce sera pareil. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est ce bout-là, du coup, vous pouvez le remettre de l'autre côté. C'est à nouveau le même moment d'inertie. Et donc, le moment d'inertie de la barre par rapport à son extrémité, c'est le même que quand on avait tout ça. Voilà. Ça, c'est le même moment d'inertie que ça. Ok ? Et donc, alors, donc une fois qu'on a calculé celui-là, il est évident, puisqu'en fait, c'est le même que ça. Il y a juste un truc, c'est que là, ce qu'on a appelé L ici, c'était en fait le L sur 2 d'avant. Enfin, ce qu'on appelle L maintenant, c'est le L sur 2 d'avant. Donc, si vous mettez là L sur 2, vous devez retrouver ça. Bah oui. D'accord? Ouais. Donc si vous connaissez le moment d'inertie par rapport à une extrémité, 1 tiers de ml2, eh bien par rapport au centre, vous savez que c'est le même moment d'inertie, mais la longueur maintenant est de... Enfin, ce que vous appeliez L, c'est... Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à le dire. Si ça c'est L, voilà, on va faire comme ça. Ça c'est 2L. D'accord ? Donc le moment d'inertie d'une barre de longueur 2L par rapport à son milieu, c'est pareil que le moment d'inertie d'une barre de longueur L par rapport à une extrémité. Ce que vous voyez ici. Si vous changez L en 2L, vous obtenez 4 sur 12, c'est-à-dire 1 tiers. Ok ? Mais bon, retenez surtout que tout ce qui compte, c'est la répartition des masses par rapport à l'axe. Donc voilà pourquoi l'épaisseur n'a aucune incidence sur le résultat.
Ouais. Allez, on va en faire un autre un tout petit peu plus délicat, mais enfin complètement évident et classique aussi. Alors là qu'on utilise vraiment très souvent, c'est le moment d'inertie d'un disque par rapport à l'axe. Donc vous avez un disque et vous le faites tourner par rapport à son... Ça c'est archi classique, d'accord? Alors pareil, on va prendre un disque homogène, parce qu'il faut préciser la répartition des masses, hein, puisque c'est vraiment ça qui compte. Donc disque homogène, de masse grand M, de rayon R, d'accord? L'axe delta, donc qui orthogonal au disque, qui passe par son centre. C'est tout. Et puis on va chercher I delta. Troisième exemple. Alors comment on fait ça? Alors il faut sommer. Pour tous les petits éléments de volume, tous les petits éléments de surface dans le disque. Regardez à quelle distance il se trouve de l'axe. Regardez sa masse, dm. Et écrire somme des R2 dm. Et sommer sur tout le disque. Hein, parce que c'est la masse fois la distance au carré, et on somme partout. Alors, il est évidemment astucieux, d'une part, d'utiliser les coordonnées polaires pour définir les positions sur le disque, parce que les coordonnées polaires vont avoir des limites très simples. Hein, R va aller de 0 à grand R et θ de 0 à 2π. Tandis que si vous mettez des X et des Y là-dedans, ça va être compliqué, exactement comme ce qu'on a vu il y a quelques cours là. Hein. Et puis, il est astucieux aussi, puisque tout ce qui compte, c'est la distance à l'axe, on va regrouper tous les points qui sont à la même distance, puisqu'ils vont tous contribuer pareil. Donc on va sommer sur des petites couronnes comme ça. D'accord? Tous ces points-là sont à la distance petit r de l'axe. Et donc vont contribuer au moment d'inertie la masse totale de ce petit anneau fois R carré. Donc le DI delta de la bande jaune, ça va être donc dm fois R2. Et que vaut dm? Alors, pareil, soit on définit la masse, la densité de masse, la masse surfacique, mais je vais le faire après, pour pas perturber ceux qui n'ont pas cette notion en tête. Je vais juste, pour l'instant, le faire exactement comme tout à l'heure. Je vais dire que ce dm, oui, bon, enfin ça revient à introduire la masse surfacique. La masse qu'il y a là-dedans, c'est une certaine fraction de la masse totale. Quelle fraction? Ben, la surface que j'appelle ds jaune, divisée par la surface totale du disque. Ok? C'est une certaine fraction du total. Donc comme les masses sont réparties de façon homogène, la fraction de masse, c'est la fraction de surface. D'accord? Alors, ce qu'on appelle en fait masse surfacique ou densité surfacique de masse, c'est justement le rapport, alors on va le noter sigma, c'est le rapport M sur S. C'est la masse par unité de surface. Alors vous allez voir tout de suite après l'intérêt d'introduire cette notion-là. Donc masse par unité de surface. Et donc vous voyez que en fait, dm, ce dm là, c'est sigma ds. Je vais l'appeler des grands S, parce
puisque c'est une quantité infinitésimale de surface grand S. Pas de raison de changer la lettre ici. Donc c'est en quelque sorte en fait, c'est la définition de la densité de surface. C'est dm sur ds. C'est-à-dire que vous avez toujours dm qui vaut sigma ds. Ça définit la densité de surface au point considéré. Alors quand c'est homogène, c'est trivial. Quand c'est pas homogène, n'empêche, vous avez en chaque point une certaine densité de masse. Ça dépend de la position. Et dire qu'on a une certaine densité de masse sigma quelque part, c'est dire que si on a une surface S autour de ce point-là, infinitésimale, hein, puisque la masse surfacique, la densité de surface peut varier. Donc, mais si on est en un point où sigma est la densité de masse, alors la masse pour une petite surface ds autour de sigma, c'est sigma ds. Ok ? C'est assez naturel. C'est exactement l'équivalent de la masse volumique. Ça, c'est surface X. La masse volumique, ce que je peux appeler ρ, ça va être dm sur des volumes. D'accord ? Et donc, on aura dm qui vaut ρ dv. Je préfère l'appeler taux, le volume, ça ne vous gêne pas. On va s'habituer. Ouais. Volume. Et ce que j'ai voulu appeler tout à l'heure la masse linéique, c'était la densité linéique de masse sur une dimension. Hein, donc on aime bien la noter lambda. Ça va être dm sur dl. Et donc de la même façon, dm à une dimension, c'est lambda dl. Donc ça... Ça, c'est la masse surfacique ou densité surfacique de masse. Ça, c'est la masse volumique. Ou densité volumique de masse. Et ça, c'est la masse linéique, le long d'une ligne, linéique, ou densité linéique de masse. Donc ça, c'était un rappel que j'aurais peut-être dû faire avant. Je pensais que ça vous était familier, mais en tout cas, voilà. Alors, je reprends le calcul du moment d'inertie par rapport à un axe qui passe par le centre. Donc, la contribution de cette petite couronne, c'est dm fois R2, et le dm, c'est la densité surfacique de masse, c'est-à-dire la masse divisée par la surface, puisque c'est homogène, fois ds. Alors, que vaut ds, en l'occurrence? La surface ds de ce petit anneau, c'est la longueur fois l'épaisseur. Hein, c'est donc 2πr, ça c'est la longueur, fois l'épaisseur de l'anneau, dr. D'accord? Hein, si vous voulez, vous pouvez couper ça et l'étaler. Ça va vous faire un truc comme ça, qui a pour longueur 2πr et pour épaisseur dr. Alors vous me direz, c'est courbé. Oui, mais on est à infinitésimal. Donc localement, c'est droit. Donc on ne fait qu'additionner des petits carrés comme ça, sur une longueur 2πr et une épaisseur dr, donc ça fait 2πr dr. D'accord? Donc la surface, l'élément de surface de ça est tout à fait trivial. Donc ça nous donne finalement I delta, qui est la somme de tous les petits di delta, là, c'est-à-dire de tous les R2 sigma ds, c'est-à-dire, alors on va sommer bien sûr de R égale 0 à R égale grand R, hein,
Et sigma ds, j'ai dit que c'était 2 pi r dr, donc ça fait 2 pi sigma r3 dr. Ok? Et donc ça fait 2 pi sigma R4 sur 4. Alors on va réécrire ce que vaut sigma. Sigma c'était grand M sur grand S ici. Donc ça fait 1/2 de pi grand M R2 sur grand S. Et que vaut grand S? La surface du disque. R2, voilà. Pardon, pas R2 ici, mais R4. Hein. Je vais vite. Donc maintenant, vous divisez ça par pi R2, et vous voyez qu'il reste 1,5 de MR2. Alors ça, il n'est pas interdit de le savoir par cœur. Le moment d'inertie d'un disque par rapport à l'axe orthogonal au disque qui passe par son centre, bref, l'axe naturel pour le disque, c'est 1/2 de MR2. Voilà. Alors vous remarquez à chaque fois qu'on a la masse fois une longueur au carré, parce que de toute façon, I delta, c'est la somme des mi et ri carré. Donc ça, dimensionnellement, c'est une masse fois une longueur au carré. Alors pour là-bas, on avait trouvé 1/3 de ML2 par rapport à son centre, 1/12 de ML2 par rapport à son extrémité. Là, c'est 1,5 de MR2. Bon, grosso modo, c'est la masse du corps fois une distance caractéristique au carré, avec un facteur numérique devant qui vaut pas très loin de 1, quoi. Alors, bien sûr, ça dépend de la répartition des masses. Tiens, on va faire tout de suite. Imaginons maintenant... Ah tiens, on va faire un truc rigolo. Enfin, je ne sais pas si c'est drôle, mais... Je ne suis pas sûr que ça vous amuse, mais on va le faire. Je peux effacer là, c'est bon? Ah tiens, juste avant, quel est... Donc là, on l'a calculé pour un disque. Quel est le moment d'inertie d'un cylindre par rapport à son axe? Le moment d'inertie d'un cylindre par rapport à son axe. Pareil, 1,5 de MR2, parce qu'en fait, c'est la même répartition des... S'il est homogène, hein, bien sûr. C'est la même répartition des masses par rapport à l'axe. Peu importe qu'il soit peu épais, infiniment pas épais, ou bien même infiniment épais. Enfin, d'accord? C'est la même répartition des masses par rapport à l'axe, et donc ça va être le même moment d'inertie. Okay. Alors imaginons maintenant qu'on ait par exemple un cylindre comme ça, mais qui n'est pas homogène. C'est-à-dire, on va supposer... Ah, tiens, on va prendre un cylindre creux. On va prendre un cylindre creux pour commencer. Bon, ok, vaguement. Entre R1 et R2. Mais homogène quand même. Cylindre creux homogène. Allez, on va le faire brutalement, puis après on verra comment on aurait pu l'avoir assez vite. Ouais, allez, on va le faire brutalement. Ça vous familiariser un peu avec les intégrales. Alors, je veux faire la somme. Donc, I delta, c'est la somme des R2 dm sur tout le corps. Alors, je vais regrouper quand même tous les points qui sont à la même distance de l'axe, puisqu'il n'y a que ça qui compte. Hein. Alors, les points qui sont à la même distance de l'axe, c'est à la distance petit r ici,
et d'épaisseur dr, hein, parce que dr ne compte pas, c'est infinitésimal, donc tous les points là-dedans sont à la même distance de l'axe, la distance r. Voilà, dr, d'épaisseur, et puis sur toute la hauteur, là, d'accord ? Enfin, bref. Ok, sur toute la hauteur, là, vous avez donc une tranche de cylindre comme ça. Alors, je vais appeler ρ la masse volumique. Là, je suis en volume du coup. Hein. Donc ça va faire somme dr2 ρ dm. Oui, enfin, ρ ds, excusez-moi. Ρ des taux, le volume, décidément. Ça, c'est la masse volumique maintenant. Alors ça pourrait dépendre de R. Hein. Là, je le prends homogène. Mais si on vous donne un cylindre qui a une certaine densité, de répartition des masses, c'est-à-dire une certaine densité variable dans le cylindre, why not? Ce sera toujours cette expression-là avec un ρ de R. Bon, là, notre ρ de R, il est constant, c'est le ρ, enfin, c'est la masse volumique du cylindre homogène. Alors, que vaut ρ? Bah, ça vaut la masse totale divisé par le volume total. Alors, le volume total de ce cylindre, c'est quoi? On va le calculer à part, en fait. C'est un peu obligé, hein. Ouais, ça c'est une possibilité, effectivement. C'est le grand moins le petit. D'accord? Alors, donc V. Alors le grand, ce serait quoi? Ce serait pi R2 carré fois la hauteur. J'appelle H la hauteur. L'air fois la hauteur. Moins pi R1 carré fois la hauteur. Donc ça fait pi H R2 carré moins R1 carré. Ok, ça vaut ça, très bien. Donc on a ρ. ρ c'est M sur ça. Et maintenant des taux. Eh bien, des taux, c'est cette surface fois la hauteur. Et la surface de ce truc-là, on l'a déjà vu tout à l'heure, c'est 2pi r dr fois h. Okay. Donc finalement, I delta, c'est la somme. Alors, on va sommer de R1 à R2. De tout ça. Alors, ρ, ρ c'est ρ, je le remplacerai après. Bon, allez, bon, ρ. Allez, si je le remplace tout de suite. Donc, ça fait grand M sur pi h R2 carré moins R1 carré. Ça, c'est ρ. Fois R2. Donc il y a un 2pi en haut, et j'ai en fait R3 de H, R3, dr. Pi RDR fois R2, ça fait 2pi R3 dr, puis le H ici. Donc vous voyez tout de suite, il va s'éliminer avec le H d'en bas. C'est bien normal, on sait déjà que le moment d'inertie ne va pas dépendre de H. Puisque peu importe la répartition le long de l'axe, ce qui compte, c'est la répartition par rapport à l'axe. Donc le H va s'en aller. Si ce n'était pas le cas, ça aurait voulu dire qu'on s'était trompé. Bon, ben voilà, ça s'intègre. Hein. Ça fait donc, alors le pi s'en va aussi, pi h, il y a un 2m sur R2 carré moins R1 carré, fois 1 quart de R4. Donc je vais laisser un 2 en bas, bon je le laisse en haut pour l'instant, fois 1 quart de, alors R2 4 moins R1 4. Ok, et donc ça fait 1/2 de M fois une longueur au carré, hein. Alors R2 4 moins R1 4 sur R2 carré moins R1 carré, ça fait combien ça?
Ah. Ah. A2 moins B2, ça fait quoi? Ça fait A plus B facteur de A moins B. Hein? Ah ouais, hein? Et donc divisé par A moins B, ça fait A plus B. Ben, A c'est R2 carré et B c'est R1 carré. Donc ça fait R1 carré plus R2 carré. C'est assez joli ça. Il y a plein de trucs à dire là-dessus. Pourquoi ça fait ça? Bon, d'abord, vérifions un truc tout simple. C'est que si R1 égale à 0, cylindre plein, on retrouve bien ce qu'on avait. Pas mal. Maintenant, si R1, en fait, est égal à R2, c'est-à-dire on a un cylindre avec juste le bord. Du coup, ça, c'est équivalent à un cercle, en fait. C'est quoi le moment d'un cercle? Le moment d'inertie d'un cercle par rapport à son centre? Ben, c'est évidemment MR2, puisque tous les points sont à la même distance, R, rayon du cercle, de l'axe. Donc ça, c'est exactement pareil que si vous aviez, en fait, un point à la distance R de l'axe. Hein. Tous ces points-là sont à la même distance de l'axe, ils contribuent pareil. Donc si vous avez un point de masse M à la distance R, par définition, c'est MR2 le moment. Donc si vous faites R1 égale R2 ici, on doit trouver grand M R2. Enfin, R1 carré ou R2 carré qui seraient égaux. Et effectivement, si ça égale ça, bah, ça fait 2 sur 2, ça fait 1. Et vous trouvez MR2. Donc là, on est content aussi. OK? Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah, ça, c'est la moyenne des R carrés, en fait. Est-ce que c'est vrai, ça? Ah non, 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 non. Pardon. Ah non, là, c'est marrant. Est-ce que c'est... Bah si, ça doit être là. Ah non, parce que le volume entre... Ok, je retire ma remarque, c'est pas grave. Ok, en tout cas, bon, c'est... Ok. Oui, enfin, si, ça va être... Est-ce que c'est la moyenne des R carrés? Est-ce que c'est la moyenne des R carrés, ça, ou pas? Somme des R2. Juste une seconde. Hein. Non, ouais, c'est pas tout à fait ça. Ok. C'est normal. Bon, très bien, j'ai rien dit. Voilà. Bon, en tout cas, voilà le résultat. Alors, pareil, ça... Ah oui. Ouais, j'aurais bien aimé le voir comme... Est-ce qu'on peut le voir comme le moment d'inertie du total moins le moment d'inertie de celui qu'on a retiré? Normalement, oui, puisque c'est additif. Alors, là, on n'a pas... Enfin, sauf qu'évidemment, ce n'est pas 1,5 de MR2 carré moins 1,5 de MR1 carré, parce que c'est pas la même masse. S'il était complet avec la même densité, ce ne serait pas la même masse. Donc ça ne saute pas aux yeux. Bon, on pourrait le faire, hein, évidemment. Les moments d'inertie sont additifs, hein, puisque c'est la somme des MI et RI carrés. Donc si vous prenez deux corps, par rapport à un axe, le moment d'inertie des deux corps, c'est la somme des moments d'inertie de chaque corps. D'accord? Donc ça, c'est aussi important à avoir en tête. Bon, allez, c'est tout pour ça. Ce qu'on va faire, par contre, c'est calculer le moment d'inertie par rapport à un axe, pour un cylindre, comme ça, par exemple, ou un disque, c'est pareil, d'accord, par rapport à un axe qui passe par le bord. Et là, on va avoir besoin du théorème de Huygens. Parce que sinon, c'est un petit peu l'enfer. Donc, c'est une bonne façon de voir
que ce théorème est utile. Alors, Huygens, normalement, on dit Huygens, ou quelque chose comme ça, mais je dirais Huygens, que les Néerlandais me pardonnent. Huygens. Huygens, ouais. C'est comme Van Gogh, c'est pas Van Gogh, c'est Van Gogh. Un truc du genre. Vaguement. Ok. Alors, que nous dit le théorème de Huygens? Eh bien, le théorème de Huygens nous dit ce que vaut... Alors, vous avez un corps, quelconque, hein, un axe delta qui passe par le centre de masse du corps. Ça, c'est important. Eh bien, le théorème de Huygens vous dit ce que vaut le moment d'inertie du même corps par rapport à n'importe quel axe parallèle au premier et qui passe par ailleurs, enfin un axe parallèle à une distance d du premier. Alors on va montrer ça, simplement on va le calculer, hein. I delta prime. Alors je repasse à la description infinitésimale, enfin en point matériel du corps. Donc c'est la somme des MI, je vais appeler ça R' carré, ou R' pour un point, alors pour un point MI quelconque du corps. Non, non, pas forcément. Alors j'appelle HI le projeté orthogonal de MI sur delta et H' le projeté orthogonal de MI sur delta prime. Ça, c'est la somme sur I des MI. Alors, R' carré, c'est H' MI au carré. D'accord? Et je vais introduire G là-dedans. Je vais introduire G et H. Ou pas d'ailleurs, si. Ah ben non, même pas. Il va me manquer un truc, là, je sens. Donc ça fait somme sur I égale DMI H', HI au carré, plus somme sur I DMI HIMI au carré, plus le double produit. D'accord? Ok? Et je voudrais montrer que ça est nul. Et je vais introduire le point G là-dedans. Une seconde.
Très bien. Très bien, très bien, ça marche. Ok. Alors, vous êtes d'accord avec ce développement-là, hein, j'ai ici hi mi carré, c'est h', pardon, j'ai h' mi carré, c'est h' hi plus hi mi carré. Je vais le réécrire là, on verra mieux. Sur une seule ligne. Donc, allez. En tout cas, ça marche, je suis content. Alors, donc ça c'était somme sur i des mi, h' mi hi plus hi mi, tout ça au carré, c'est-à-dire scalaire lui-même. Hein. Et donc ça fait somme sur i dmi h' mi hi carré plus somme sur i des mi hi mi carré plus, je réécris juste ce qu'il y a là-bas sur une ligne, hein, plus 2 somme sur i dmi. Ah ben non, ça ne va pas tenir sur une ligne. Donc plus 2 somme sur i dmi. Alors je le fais directement en écrivant h' hi scalaire ceci. Et ceci, je l'écris en introduisant g dedans. Ok? Alors, je vais d'abord tordre le cou à ce terme-là, et après on récupérera les morceaux. Ce terme-là, il nous dit quoi? Bah, d'abord, il nous dit que ça, scalaire ça, c'est 0. Non, pardon. Si, oui, c'est ça. Voilà, H'I, HI, comme c'est H'I et HI sont le projeté orthogonal de MI sur l'axe, ce vecteur-là est orthogonal à l'axe. Or ça, c'est porté par l'axe, puisque HI, c'est le projeté orthogonal sur un axe qui passe par G. Donc ça, c'est orthogonal à delta et à delta prime, évidemment, ils sont parallèles. Et ça, c'est parallèle à delta, par définition, hein, puisque HI, c'est le projeté de MI sur l'axe qui passe par G. Donc ça, c'est orthogonal à delta, et ça, c'est parallèle à delta. Par conséquent, ce produit scalaire est nul. Yes? Donc, dans ce terme-là, en fait, je dirais ça, il ne reste que ça. Maintenant, que vaut H'I, HI? Bah, c'est juste la distance. Enfin, H'I, HI est un vecteur constant. Si je prends un autre point du corps, HI se projette là, H'I se projette là. Alors, ils ne sont pas forcément au milieu. Hein. Enfin, ils ne sont pas forcément dans le même plan. Mais la distance entre les deux projetés de n'importe quel point sera toujours la même, puisque c'est les deux mêmes axes. Donc, H'I, HI, ça vaut un vecteur constant. Je vais l'appeler D, U delta du delta prime. D parce que c'est la longueur, enfin c'est la distance entre les deux axes, et j'appelle U delta delta prime le vecteur unitaire qui joint l'axe delta prime. Ok? En fait, c'est même U delta prime delta ici, puisque je pars du premier. En tout cas, c'est un vecteur constant, c'est tout ce dont j'ai besoin. Parce que du coup, j'ai un vecteur constant, scalaire, somme des MI, GMI. Et somme des MI, GMI, par définition du centre de masse, c'est 0. Vous vous rappelez, on avait écrit le centre de masse de deux façons différentes, la définition. On avait écrit que OG, c'était la somme des MI
OMI sur somme des MI. Et on avait vu que ça, c'était équivalent à somme des MI GMI égale 0. Il y a deux façons de le voir. Enfin, il suffit de multiplier par somme des MI. Vous écrivez OG égale OMI plus MIG. Et la somme des MI OMI est à gauche et à droite. Il reste somme des MI MIG égale 0. Donc somme des MI GMI égale 0. C'est trivial. Et donc ça, c'est la caractérisation du centre de masse. Donc, ça, c'est 0, mais ça aussi, c'est 0 parce que le point G est le centre de masse. Donc, ça veut dire que le théorème qu'on est en train de démontrer ne vaut que pour un axe qui passe par le centre de masse. OK ? Bon, ben voilà, c'est fini. Parce que ça, c'est nul. Donc, il reste ça et ça. Mais ça, c'est quoi ça? C'est I delta, ça. Ça, c'est la somme des MI RI carré avec RI, enfin, la distance du point MI à l'axe delta. Ça, c'est I delta. D'accord? Et ça, bah ça vaut D carré. Enfin, la norme de ce vecteur, c'est D. Et donc, c'est à nouveau constant, enfin, pour la même raison, d'ailleurs. Hein. Donc, ici, vous avez somme sur I des MI, D carré. Donc, somme des MI fois D carré. Et somme des MI, c'est la masse totale du corps. Moralité, on a le théorème suivant. I delta prime égale I delta plus MD2. Ça, c'est très fort. Si vous avez le moment par rapport à un axe qui passe par le centre de masse, alors vous avez le moment, mais trivialement, sans refaire des calculs, vous avez le moment par rapport à n'importe quel axe parallèle à ça. Simplement, donc c'est un autre axe qui sera une distance D du premier, donnera un moment d'inertie par rapport à ce nouvel axe qui est celui par rapport au centre de masse plus MD2. C'est homogène, hein. Vous ajoutez une masse plus une longueur au carré, ben, on ne peut pas faire plus simple, c'est la masse du corps fois la distance entre les deux axes au carré. Ouais. Est-ce qu'on doit savoir tout ça? Non, vous n'êtes pas obligé de savoir le refaire comme ça. Okay. Mais ça, oui. Ça, oui. Okay. Ouais. Je crois que ça s'appelle théorème de Huygens. Alors du coup, application, quel est le moment d'inertie d'un cylindre par rapport à un axe qui passe par le bord là, donc ça, je sais pas, notre cinquièmement là, ça, ou un cercle, hein, un truc comme ça. Le moment d'inertie par rapport à un bord. Eh bien, ça va faire 1/2 de mR2, le moment d'inertie par rapport à l'axe du cylindre, plus m R2, la distance entre les deux axes, c'est-à-dire donc 3/2 de mR2. Ok? Or ça, obtenir ça en faisant l'intégrale sur tout le volume, bah, c'est loin d'être trivial. Parce que on ne va pas le faire, hein, mais il faudrait prendre en compte il faudrait regrouper, alors soit on intègre carrément sur tout le volume, soit au moins on regroupe les points qui sont à la même distance de l'axe, mais les points qui sont à la même distance de l'axe, vous les voyez, ils sont là. Hein.
à cette distance-là, petit r, il y a cette tranche-là. Puis à la distance, un r plus grand, il y a cette tranche-là. Vous voyez que la limite, là, à chaque fois, c'est délimité par un truc qui lui-même est courbe. Enfin, c'est un sacré bazar, en vrai. D'accord, faire cette intégrale-là. Mais fort heureusement, une ligne de calcul, enfin, 2 lignes de calcul nous permettent de démontrer un théorème extrêmement puissant, qui est celui-ci, et qui donne la réponse. Le résultat de cette intégrale-là, bah, ça va être ça. Vous pouvez la calculer si vous voulez, mais c'est sûr, ça va donner ça parce que c'est vrai dans le cas général, indépendamment de la forme du corps. Donc c'est vraiment très très puissant. Tiens, puisqu'on y est, vérifions-le pour la barre qu'on a vue tout à l'heure là. Parce qu'en fait, le moment d'inertie par rapport à l'extrémité, c'est le moment d'inertie par rapport au milieu, plus m, L sur 2 carré. Alors allons-y, on avait donc celui-là, delta prime, I delta prime, c'est I delta, alors I delta on l'avait au début, c'était un tiers, c'était un 12e de ML2, plus, c'est quoi cette distance-là? Bah, c'est L sur 2, donc plus M, L sur 2 carré. Donc ça fait 1/12 plus 1/4. De ML2. Oui, ça marche, j'ai eu peur un instant. Donc 1/12 plus 1/4. Ça fait 1 plus 3/12, donc 4/12, donc 1/3. C'est bien ce qu'on avait trouvé. Vous voyez? Bon, évidemment, hein, c'est cohérent. C'est vrai dans le cas général. C'est très très fort, ça. Bien! On a fait même plus que je l'espérais. Enfin, on a passé plus de temps aussi. Il n'y a pas de miracle. Hein. Ok. Il est 12 heures, il reste une bonne demi-heure. On va... Je crois que ça va pour le coup. On va faire un exo quand même. Enfin. Alors, la question c'est lequel en premier? Peut-être on va commencer par la poulie simple. Vous avez tous les énoncés, là? Il m'en reste 2-3, si vous voulez, mais... Allez. Ah, je vous ai pas donné. Bon, c'est pas grave. Ce serait bien de calculer le moment d'inertie pour une sphère. On va pas le faire, mais... Alors, on trouve 2/5. Alors, c'est toujours du MR carré. Et la question, c'est quoi le facteur devant? Et je crois que c'est 2/5. Si je me souviens. 2/5 de MR. On trouve ça. On va essayer de le faire. Ça vous entraînera à calculer à décomposer des corps et calculer des intégrales sur l'ensemble du corps. Bon, ceci dit, je pense que pour une sphère, on vous le donnerait hein, dans un exercice. Donc, par rapport à un axe qui passe par son centre. Ah, c'est 2/5 ou 3/5 là que j'ai un doute. Bah, vous vérifierez. Ouais, ça prend très peu de temps à le calculer, mais bah, faites-le puis vous me direz. Hein, typiquement, ce que vous allez faire, c'est découper. Vous allez dire que la sphère, c'est un empilement. Voilà, c'est un empilement de petits disques. D'accord? Chaque petit disque, lui, on vient de le faire, ça fait 1,5 de dm r carré. Et puis, il faut sommer les disques. Le seul truc, c'est que ce R ici, là, il dépend de Z. Hein, plus on va haut, plus le rayon est petit. Mais d'une façon, d'accord, vous sommez Z de moins R à R. D'accord? Et vous faites la somme des... Alors, je suppose que c'est homogène, hein, toujours, on peut aussi changer. Et donc,
R de Z, c'est quoi R de Z? Eh bien, ce rayon-là est tel que Z au carré, là il y a Z et là il y a R de Z, et ça fait grand R total de la sphère. Donc vous avez Z2 plus R de Z carré qui vaut grand R2, le R de la sphère. Hein, donc le R de Z, vous l'avez, c'est racine de R2 moins Z2, vous le mettez là-dedans et vous faites l'intégrale, mais une intégrale d'une racine de R2 moins Z2, donc vous passez en cos, ou etc. Ou bien vous faites dès le début en... oui, enfin, vous introduisez la coordonnée θ sphérique et ça va le faire. Bref, amusez-vous, essayez de le faire, c'est pas totalement trivial, mais vous devez trouver 2/5, si j'ai bonne mémoire, peut-être 3/5, je crois que c'est 2/5. Allez. Alors, exo. Je vous propose de faire donc l'exo sur la poulie simple au début. Là, c'est pas faire plus simple. Enfin, si on peut, mais après, ça devient pénible. Alors, exercice 1. Une poulie avec un fil non extensible qui passe là comme ça sur la poulie. La poulie est fixe, mais libre de tourner sans frottement autour de son axe. D'accord ? Le fil ne glisse pas, évidemment, dans la poulie. On pourrait, hein, si vous voulez. Bon, d'accord. Et puis vous avez deux masses, M1 et M2. Et puis on demande, je ne sais pas ce qu'on demande, enfin en gros on demande qu'est-ce qui se passe, quoi. Alors, une poulie cylindrique de masse grand M. Alors, la poulie, masse grand M, rayon R. Libre de tourner sans frottement autour d'un axe horizontal fixe, passant par son centre O. Bien. On note I, le moment d'inertie de la poulie par rapport à son axe. Donc si la poulie était homogène, ce serait en fait I, ce serait un demi de MR2. Mais elle n'est pas forcément homogène, enfin puis peu importe. On donne I de toute façon. Si on voulait le calculer, on le ferait. En tout cas, ça s'appelle I. Par rapport à l'axe. Deux corps de masse M1 et M2 sont suspendus, pour tirer le E, une petite faute d'orthographe, excusez-moi, sont suspendus US, les deux corps, et de part et d'autre de la poulie par un fil inextensible de masse négligeable. Le contact entre le fil et la poulie est tel que le fil ne glisse pas sur le périmètre extérieur de la poulie. Les corps sont initialement au repos. Déterminer l'accélération A1 de la masse M1 et les forces appliquées sur la poulie. Retrouver l'expression de 1 en résonance sur l'énergie, etc., etc. Ah oui, c'est sympa ça. Ah oui, très bien. Ok. Donc, calculer l'accélération de la masse M1. Évidemment, enfin, non, je ne vais pas dire ça tout de suite, ça on en aura besoin, mais je préfère que ce soit vous qui le disiez s'il y a besoin. Alors, pour l'instant, je ne dis rien, donc voilà. Comment on va faire pour déterminer l'accélération de la masse M1? Ouais. Ah, pardon. Oui, oui, bien sûr. Hop. La question, c'est 1. Accélération de la masse. Comme dans tous les problèmes de mécanique, il faut écrire ce qu'on sait et puis touiller et puis partir. A1, c'est l'accélération de cette masse, donc a priori, ce qu'on sait déjà, c'est que A1 M1, enfin M1 A1 est égal à la somme des forces qui s'appliquent sur le corps 1. Donc en fait, il va falloir déterminer les forces. Alors déjà, quelles sont les forces on va mettre toutes les forces dans le problème, déjà, on va voir. Alors, le poids, ça, c'est déjà ça de prix. Là, il y a M1, G1. Pendant qu'on y est, je vais mettre en vert, il y a M2, G2. Ça, c'est fait. Alors, la tension des fils, absolument. Donc, on a ici T1.
T2. Monsieur, Ouais. G1 et G2, c'est la même. Ah, pardon, c'est G. Merci. On pourrait mettre ça dans un gradient de champ de pesanteur. C'est rigolo. Ok. Alors sur les masses, il n'y a que ça, on est d'accord. Après, il y a la poulie. Que la poulie va tourner. Il va falloir écrire... La poulie a un poids, puisqu'elle a une masse M, elle a un poids mg, grand mg, comme ça, hop, qui s'applique en son centre de masse, ça on l'a pas encore vu. Oh là là, il y a ça qu'il faut qu'on fasse aussi. Oh là 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 là. C'est l'enfer, c'est l'enfer. L'enfer. Bon bref. Grand mg, ok. Quoi d'autre? Sur la poulie. Il faut qu'elle tienne, qu'il y ait une réaction. Ah ouais, là il faut une réaction ici, hein, parce que sinon elle tombe. Hein. Donc, alors, je ne vais pas présager de sa direction. Je vais l'appeler R0, la réaction au point O. Peut-être que si ça tourne, ça va en biais, j'en sais rien. En tout cas, il y a une certaine force là-dedans. Il y a un contact entre la poulie et son axe, donc il y a une réaction de l'axe sur la poulie. Dans une certaine direction, on verra. En l'écrivant, on va le trouver. De toute façon, c'est la question d'après. Hein. Non? Si, voilà. C'est cette question-là déjà. Et les forces appliquées sur la poulie. Donc il va falloir qu'on calcule les forces appliquées sur la poulie. Est-ce que c'est tout ce qui arrive à la poulie? Elle va tourner probablement. Donc il faut forcément qu'il y ait quelque chose qui la mette en mouvement. Parce qu'au début, on lâche tous en vitesse initiale au repos. Hein. Alors effectivement, il y a des tensions ici. Parce que le fil qui tire la masse, eh ben, la masse tire le fil aussi. Exactement d'autant, mais l'opposé. Donc le fil tire là, et comme... alors, si le fil glissait sous la poulie, ça, ok, mais on nous dit que ça ne glisse pas, ça adhère à la poulie. C'est-à-dire que le fil qui est tiré par là, il tire la poulie par là aussi. On sait bien d'ailleurs qu'évidemment, s'il n'y a que ça, ça va tourner, ça va entraîner la poulie vers le bas. Donc, il y a en fait une force aussi. Alors, ce qu'il y a, c'est ce qu'on va dire, puisque le fil est sans masse, ça c'est très important, peut-être il faudrait que je fasse une remarque là-dessus plus générale. La tension se propage le long du fil, c'est-à-dire si vous... Je vais faire juste un petit aparté là. Vous avez un fil ici sans masse. Si vous tirez ici avec la force, donc P2, eh bien, forcément, puisque le fil est inextensible, ça veut dire qu'en fait, si vous prenez un petit élément de fil ici, s'il y a ici la masse accrochée, s'il y a la masse qui tire par T2 ici, ben, il faut que... il faut... il faut qu'il y ait T2 qui tire par là aussi. Ah non, enfin, si. Si, enfin, tout va se déplacer en bloc. Il faudra qu'on fasse un exo après. Je sais pas, un exo, genre vous tirez un truc. Si je tire la chaîne là avec une ficelle. Moi, je tire ce bout-là de fil. Je tire pas la chaise. Il faut que la tension se propage, évidemment. Et en fait, si le fil est sans masse, c'est là où c'est un peu subtil, et on montrera pourquoi, je crois qu'il faut qu'on le fasse. Si le fil est sans masse, en fait, l'accélération, voilà, je vais faire comme ça, l'accélération du système, l'accélération de ce point-là, c'est la même que l'accélération du système fil plus chaise. Puisque si le fil est tendu, inextensible, c'est la même longueur, donc c'est la même vitesse, et c'est la même vitesse à chaque instant, donc c'est la même accélération. Et ça permet de dire qu'en fait, la force avec laquelle je tire ici, c'est la même que la force avec laquelle le fil tire sur la chaise. Donc de la même façon ici, si je tire par là avec la force... Pardon.
si je tire ici avec la force T2, c'est la même force T2 ici. Je ne dis pas que T2 est égal à M de G. Si T2 était égal à M de G, la somme des forces serait nulle et ça ne bougerait pas. Par contre, le fil, lui, il est tendu, inextensible et sans masse. Donc la force, c'est-à-dire si vous prenez un petit bout de fil, voilà, je vais le faire comme ça. Si vous prenez un petit bout de fil intermédiaire ici, bah, l'accélération du bas et l'accélération du haut est la même. Oui. Et donc, la force qui tire là et la force qui tire au-dessus est la même. Puisque c'est la même accélération, c'est donc la même force. Parce qu'il n'y a pas de base supplémentaire dans ce petit bout-là. On fera un exo spécifique pour que vous le voyez proprement. Admettez-le si vous voulez pour l'instant. Je pense que ce que j'ai dit suffit à le justifier, mais il faut le poser pour qu'on le voit bien. En tout cas, ici, il y a la même force T2 qui vient tirer sur la poulie. Là. Et là, il y a la même force T1. Enfin, la même opposée. Donc, pardon, je vais mettre moins T2. Ou si vous voulez... Ouais, si. C'est-à-dire que la tension, la poulie tire sur le fil avec le même T2 que le fil tire sur la masse. D'accord ? Et donc, le fil tire sur la poulie avec moins la force que la poulie tire, avec laquelle la poulie tire sur le fil. Et donc, on a moins T1 ici, moins T2 ici. Ça vous va? Ou en tout cas, vous êtes prêts à l'admettre, et on fera un truc spécifique après. OK? Bah là, je crois que c'est tout. Hein. Alors après, comme le fil est collé sur la poulie là tout du long, enfin, il ne glisse pas, à chaque endroit, vous avez le fil qui tire sur la poulie qui tire sur le... Non, c'est ça. On peut considérer qu'il n'y a plus de force après. Imaginez que vous ayez une chaîne dans des engrenages. La force s'exerce ici et là, et il n'y a plus de force là-dedans. La chaîne, elle est libre. Quand elle tourne avec la poulie, il n'y a plus de force qui s'exerce. Est-ce que je dis pas une bêtise là? Oh, c'est un peu subtil. Et je crois qu'il faudra aussi qu'on fasse un exo comme ça pour le résoudre proprement. Bon, on laisse ça de côté. Donc, pour l'instant, on va dire qu'il n'y a pas d'autre force qui s'applique sur la poulie, et il faudra le justifier. On garde en tête qu'il faudra le justifier. Mais voilà donc la situation pour le problème. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'on peut écrire là-dedans? On peut écrire la relation fondamentale de la dynamique pour le corps 1. On peut écrire la relation fondamentale de la dynamique pour le corps A2. Et puis, donc ça c'est la relation qui décrit le mouvement de M1. Donc alors, on va le faire explicitement. Donc ça fait T1 plus M1G. Première relation. Deuxième relation, le mouvement du corps 2. M2A2 égale T2 plus M2G. OK? Ça c'est facile.
Alors évidemment, il y a trop d'inconnus là. Hein. Il y a A1, il y a A2, il y a T1 et il y a T2. Chaque vecteur, alors ça c'est une composante, d'accord, parce que le mouvement va être vertical, lui aussi, donc là il y a deux inconnus. Là aussi, il n'y a qu'une composante, donc on peut tous projeter tout ça sur l'axe Z en fait, donc vous avez 4 inconnus, 2 équations. Alors, est-ce que vous pouvez déjà rajouter une équation? Une petite facile. Un truc qui relie, donc je projette, tiens, je vais l'écrire tout de suite, je le projette sur l'axe Z. Hein. D'accord, orienté vers le haut. Donc j'ai M1 Z1 de points, hein, dérivée seconde par rapport au temps, accélération, égale T1, donc ça c'est la composante verticale, moins M1G, et j'ai M2 Z2 de points qui vaut T2 moins M2G. OK? 2 équations, 4 inconnus. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute? T1 et T2 au même ordre. T1 et T2 aux mêmes normes. Est-ce bien sûr? Si le fil est une masse nulle, c'est... Il faudrait le justifier. Et comment vous le justifiez? Monsieur, ça ne dépend pas de masse. T1 et T2, ça ne dépend pas de leur masse, de M1 et M2. Ah ben, si, ça va être lié, mais on ne sait pas pour l'instant combien ça vaut. Ça fait partie de ces forces, comme toutes les forces de contact, et puis donc les forces de tension, elles s'adaptent à la situation. Donc T1, il va valoir ce qu'il faut pour que le système fasse ce qu'il doit faire. C'est-à-dire, je peux pas dire au départ, je peux pas dire par exemple T1 égale M1G. Non, mais comment on peut dire que T1 est égal à T2? Ah non, non, moi j'ai pas dit ça. Hein. Non. Je dis pas que T1 est égal à T2. Quelqu'un l'a dit. Et je ne dis rien. Mais en tout cas, si vous ne le justifiez pas, on ne peut pas le supposer. Moi je dis c'est parce que si le fil est une masse nulle, c'est pas possible que le fil subisse... Non, c'est pas possible qu'il subisse une extension, sauf qu'en fait là, il est collé là-dessus. Donc, c'est ça que j'essayais de dire, et j'arrive pas bien à le dire, que, en fait, c'est comme, à chaque instant, c'est comme si y avait pas, ce bout de fil-là n'existait pas. Il se comporte de façon indépendante, parce que, pour ça, j'essayais de faire l'image avec les chaînes, là. Vous voyez, des chaînes dans un engrenage, ou votre chaîne de vélo, une fois que la chaîne est prise, après, elle est libre, quoi. Enfin, juste, il n'y a plus de tension dessus. Il n'y a plus de force, en fait. C'est ça que j'essayais de vous faire sentir, mais... C'est-à-dire, là-dessus, il n'y a plus de force. C'est complètement lâche. Elle est collée ici, il y a les tensions, et après... voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça lorsque le système est à l'équilibre? Ou bien... Tout le temps, en fait. Imaginez une chaîne dans un engrenage comme ça. Vous voyez? Voilà une chaîne, voilà, à peu près, d'accord? Et puis là, la chaîne continue, voilà. D'accord? Et là, vous avez un truc, vous remontez, je sais pas, une ancre d'un navire, ok, hein, là il y a l'ancre. D'accord? Et vous remontez. Donc là, ça tire l'ancre, d'accord? Vous tournez comme ça. Mais une fois que la chaîne est prise là dans le maillon, c'est là que ça tire, c'est sur ce maillon-là. Ces maillons-là, la chaîne, il n'y a plus rien qui s'applique dessus, quoi. D'accord? Justement parce qu'elle est collée, enfin elle est pas collée, mais elle est fixe par rapport à la poulie. Ça devient lâche, quoi. Il n'y a plus de force qui s'exerce là. Je ne sais pas si vous le sentez intuitivement. Mais ce serait bien qu'on le montre plus proprement. J'ai conscience que ce que je dis là n'est pas une bonne démonstration. Hein. Mais là, on va le voir. Mais parce que je n'arrive pas là tout de suite à trouver précisément l'argument. Mais je sens que ça va venir quand on va le résoudre. On va y arriver.
Ok, mais du coup, puisque là, il n'y a plus de lien, quoi, dans la mesure où c'est collé à la poulie, cette force-là n'est pas nécessairement égale à celle-là. Et on va voir, justement. Alors, donc qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le fil est inextensible malgré tout. Est-ce qu'on peut dire que l'accélération de 1 Oui. est opposée à celle de 2? Oui, absolument. Si lui monte de 2 cm, lui descend de 2 cm. Et réciproquement. Donc, ils vont toujours à la même vitesse, enfin, un vers le bas, l'autre vers le haut, mais c'est la même norme de vitesse. Et donc, c'est la même norme d'accélération, puisque l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. D'accord? Donc, longueur du fil égale constante implique que, en fait, Z1 point égale moins Z2 point, tout simplement. D'accord? Vous êtes d'accord avec ça? Pendant dt, si M1 monte de Z1, eh bien Z2 descend. Enfin, si Z1 monte de dZ1, Z2 descend de dZ1. Donc dZ2 égale moins dZ1. Je peux le faire comme ça. dZ1 égale moins dZ2. Voilà. Et donc, dZ1 sur dt égale moins dZ2 sur dt. V1 égale moins d2. Et donc, A1 égale moins A2. Donc, enfin, c'est-à-dire, oui, donc Z1 2 points égale moins Z2 2 points. Bref, j'ai écrit plein de fois la même chose là. Donc, voilà, en tout cas, voilà, 3 équations, 4 inconnues. Il faut encore faire quelque chose. Bah, c'est normal parce qu'on n'a encore rien dit sur le mouvement de la poulie. Il va falloir à un moment écrire que la poulie bouge aussi. Donc on a, ça c'est le mouvement de ce corps-là, ça c'est le mouvement de ce corps-là, ça c'est le lien entre les deux, donc ça c'est la contrainte que le fil est de longueur constante. Et maintenant il faut écrire le mouvement de la poulie. Alors comment on va écrire le mouvement de la poulie? On va pas faire la somme des, on va pas faire la relation fondamentale de la dynamique parce que la relation fondamentale de la dynamique, elle va nous dire ça pour le corps. Mais le point G de la poulie, il ne bouge pas, lui. Ça, c'est l'accélération des Z1 également. Non, non, ça, c'est le mouvement. À chaque fois que M1 On n'a pas dit que varie... Si, ça a pour conséquence... Allez, ça a pour conséquence Z1 de point égale moins Z2 de point. C'était la conséquence. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc ça vous dit que la somme des forces sur la poulie, puisque son centre de masse ne bouge pas, l'axe est fixe, la somme des forces sur la poulie, ça va être égal à 0. Ça c'est intéressant, ça va nous donner des relations sur les forces à un moment ou à un autre. Donc en particulier d'ailleurs, ça nous dit déjà que R0, en fait, il est bien comme ça. Puisque toutes les forces qui s'appliquent sur la poulie, son poids, moins T1 et moins T2 sont toutes verticales, donc R0 aussi doit être vertical. Et R0, ça va être moins mg plus T1, plus T2. Enfin, la somme des forces égale 0, en l'occurrence sur la poulie. Mais du coup, ça ne nous dit pas comment elle tourne. Donc il va falloir mettre, non pas ce théorème-là, le théorème du centre d'inertie, mais le théorème du moment cinétique, celui qui nous dit comment les choses tournent, comment les forces induisent un mouvement de rotation. Donc on va écrire ici le théorème du moment cinétique pour la poulie autour de son axe de rotation. On peut le faire autour de n'importe quel axe, mais enfin, tant qu'à faire, simplifions le problème. On va écrire le théorème du moment cinétique de la poulie autour de son axe. D sigma sur dt égale somme des moments des forces par rapport à l'axe, pour toutes les forces. Et les forces, il y en a 4 sur la poulie. Et donc, on va faire une somme de 4 termes. Bon, il y en a beaucoup, il y en a 2 qui vont être nuls. Alors, comment on traduit? Donc là, on va voir est-ce que ça fait intervenir... Parce qu'on ajoute une équation, si on ajoute aussi une inconnue, il va falloir encore en trouver une autre. On va voir. Alors, que vaut sigma delta? Par définition, c'est I delta oméga. Donc ça fait I delta, ça vaut ce que ça vaut. En fait, ça vaut I, c'est ce qu'on a appelé I dans l'énoncé. Donc ça, c'est I d oméga sur dt.
égale, alors, somme des moments des forces. Allons-y. Le poids, à quel moment par rapport au centre de la poulie? 0. Oui, parce qu'il passe, le poids passe par l'axe, donc ça ne fait pas tourner autour de l'axe. D'accord? Je rappelle que le moment d'une force par rapport à un point O, c'est O M le point d'application vectoriel F. Si le point d'application c'est O, ben, c'est 0. Ou même si le prolongement du point d'application c'est O, si la force passe par l'axe, le bras de levier qu'on avait défini la dernière fois est nul, ça c'est 0. Donc, allez, je vais le faire quand même, le moment du poids plus le moment de R0. Donc ça c'est 0. Ça, pour la même raison, c'est 0. La réaction passe par l'axe puisque c'est la réaction de l'axe. Plus, alors, le moment de T1, enfin de moins T1, plus le moment de moins T2. Voilà les deux dernières forces qui s'appliquent sur la poulie. Alors, moins T1, ça produit quoi comme moment? C'est la force fois le bras de levier. La distance, donc cette force-là est dirigée vers le bas. On va faire la norme d'abord. Ça va être T1 fois le rayon. Donc ça, c'est T1 fois le rayon de la poulie grand R. Et maintenant, on va définir un axe. Vous voulez quel axe? Vers l'arrière ou vers l'avant? Vous avez le choix. Premier qui parle a gagné. Vers nous. Vers nous. Allez, gagné. Voilà. Alors du coup, la force moins T1, elle fait tourner, elle a un moment positif ou négatif? Intuitivement, elle fait tourner dans ce sens-là, donc positif. Ouais. J'oriente cet axe-là vers nous. Et du coup, je me demande quel est est-ce que le moment de cette force-là, il est positif ou négatif? Sa norme, je la connais, c'est T1R, où T1 est la norme de... de T1. Mais donc, ça fait tourner, comme cette force-là fait tourner comme ça, et donc, c'est bien avec la même orientation que ça. Parce qu'un angle comme ça, ça fait un sens plus comme ça. Ouais? Tire-bouchon. Donc ça fait tourner avec le signe plus. Alors, sinon, bien sûr, hein, toujours les trois doigts. Donc on fait OM vectoriel F, hein, donc O point d'application, vectoriel la force qui est vers le bas, ça donne bien un truc vers nous. On vérifie que ça c'est bien suivant U delta. Et donc après, quand on fait scalaire U delta pour obtenir le moment par rapport à l'axe delta, ça fait bien un signe plus. Maintenant, 2, ben on a O, M, point d'application vectoriel de la force, et là, ça va vers l'arrière du tableau, donc c'est un signe moins. Donc moins la norme de T2 fois R, et voilà. Et on vérifie intuitivement que cette force-là, effectivement, fait tourner la poulie comme ça, c'est-à-dire, avec le tire-bouchon, ça renfonce la poulie dans le tableau, donc c'est bien moins ici. Ok, donc là, on a une équation supplémentaire qui est que I dω sur dt est égal donc norme de T1, je note la norme de T1 comme je l'avais fait ici, vu que je les ai orientés explicitement vers le haut, là, et que la tension retient les masses. De toute façon, valeur algébrique ou norme, c'est pareil ici. Moins T2R.
Cool. On a donc une... Allez. Monsieur, Oui. on n'a pas compris comment on a tiré ces deux, et ça, troisième, Ça, et ça. j'ai juste écrit θ de... J'ai juste écrit donc I moins I Z1 point Z1 de point sur R égale T1 moins T2 R. Ok? Non, non, mais comment on a tiré De ça? là, j'ai remplacé θ de point par ça. Non. Pourquoi on a écrit ça? Pourquoi on a ça? Oui. Ah! Ça. Ça, parce que Rθ point, c'est la vitesse de ce point-là. Vous vous rappelez la vitesse d'un point à la périphérie, c'est oméga vectoriel OM, mais enfin, de manière générale, la vitesse angulaire, c'est le rayon fois θ point. Vous vous rappelez, c'est les coordonnées polaires, par exemple. Ah oui. Ok. Ouais. Ou sinon, vous dites que c'est oméga, c'est-à-dire θ point, vectoriel, enfin θ point U delta, vectoriel OM. C'est le champ de vitesse d'un solide. D'accord, OM. La vitesse VM, c'est oméga vectoriel OM, d'accord? Donc ça fait oméga fois R, donc θ point fois R, c'est la vitesse du point M. Donc Rθ point égale, en norme, Z1 point, et en fait on a regardé le sens, c'est moins Z. C'est-à-dire si θ croît, Z1 décroît. Ok, donc on a ça, et alors vous avez dit 0 égale 0, quoi? Non, non, c'est bon. Ah bon, d'accord. Non, non, on a bien. Allez, on divise ça par M1. On divise ça par M2, par exemple. Non, je ne sais pas si c'est intelligent de faire ça, en fait. Ouais, on va faire T2 en fonction de T1. Mais non, Allez, je laisse le 2. on peut pas juste exprimer T1 et T2 en passant à la troisième? Oui, de toute façon, on nous demande T1 et T2, soit dit en passant, hein, parce qu'après, on nous demande les forces qui s'appliquent sur la poulie. On additionne les deux, on a T1 moins T2, très bien, et du coup, on le remplace. Très bien, parfait. Voilà, ça c'est astucieux. Donc, si je fais cette somme-là, je vais avoir M1 plus M2, Z1 de points, qui vaut T1 moins T2, c'est-à-dire moins I sur R2, Z1 de points, plus M2 moins M1, G. Ok? Donc là, j'ai 1, 2, 3. Ce que j'ai fait ici, c'est 1 plus 2, moins 3. Tiens, et du coup... Non. Non, c'était... Non, non. Plus 3. 1 plus 2 plus 3, comme ça, voilà. Hop. Plus I. Messi. Z1 de point égale... Voilà, 1 plus 2 plus 3. Ok? Bah là, c'est génial parce que ça, c'est une équation avec une inconnue. Donc on a Z1 de point, qui est la question posée, l'accélération du corps 1. Eh bien, c'est tout simplement M2 moins M1 G sur M1 plus M2 plus I sur R2. Alors, tout de suite, vérification de l'homogénéité. I, c'est MR2. Donc I sur R2, c'est bien M. Et donc là, on a... Donc ça, c'est bon, en bas. Et M sur M, ça fait 100 dimensions. Et donc on a bien ça qui vaut G, c'est bien une accélération. Ok? Donc déjà, ça, c'est bien. Deuxième chose, qualitativement, si M2 égale M1, ça ne bouge pas. Il n'y a pas d'accélération. Oui, si M2 égale M1, le système est à l'équilibre.
Donc voilà, c'est homogène, ça a les bonnes propriétés. Ah, et voyons aussi, si M1 est plus grand que M2, si M1 est plus grand que M2, ce truc-là est négatif, donc c'est bien le corps 1 qui va vers le bas. Si M2 est plus grand que M1, ça c'est positif, et donc M1 monte, et c'est normal, si M2 est plus grand que M1, ça va tourner comme ça. Donc c'est homogène, c'est qualitativement correct, c'est très probablement juste. Et puis il reste à tirer T1 et T2. Bon, vous en prenez deux quelconques, vous remplacez T1, bref, on y arrive. Ok? Allez. Donc on se voit cet après-midi à 16h15. Et où ça? Au fond? Génial.